Alors, la suite du chapitre sur les diagrammes potentiel pH. Donc on va voir grand 3 maintenant, l'utilisation d'un diagramme potentiel pH qui est donné et comment est-ce qu'on fait pour exploiter toutes les informations qui sont données dessus. Donc l'exemple qui est donné, c'est le diagramme potentiel pH du chlore, donc qui est donné à la page numéro 8, donc c'est celui-là. Donc au niveau des questions, on vous demande d'abord en premier donc de placer sur le diagramme les espèces Cl2 aqueux, Cl-, HOCl et Cl-. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tracer le diagramme primitif entre ces différentes espèces pour pouvoir les placer sur le diagramme. Donc la première chose à faire, c'est de trouver le nombre d'oxydation du chlore dans les différentes étapes. Donc pour Cl2, le nombre d'oxydation du chlore, c'est 0. 2 fois le nombre d'oxydation du chlore est égal à 0, donc le nombre du chlore, c'est 0. Ensuite, Cl-, c'est moins 1. La somme des nombres d'oxydation est égale à la charge totale. Ensuite, HOCl, donc on va avoir 1, moins 2 plus x est égal à 0, et donc ça nous donne x égale 1. Et pour Cl-, on a x moins 2 est égal à moins 1. Donc la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge globale, sachant que l'oxygène c'est moins 2 et l'hydrogène c'est plus 1. Et donc on arrive à x égale 1. Donc on a 3 degrés d'oxydation différents. On a 0, moins 1 et 1. Donc pour les espèces qui ont le même degré d'oxydation, il va falloir trouver quelle est l'espèce qui est acide, quelle est l'espèce qui est basique. Donc pour ça, il suffit de chercher à écrire la relation entre HOCl et Cl-. Donc on voit que pour équilibrer cette équation, il suffit de rajouter un H+ de ce côté. La conséquence, si on se sert de la définition d'un acide de Bronsted, donc c'est une espèce qui est susceptible de libérer un proton. Donc l'espèce qui est susceptible de libérer le proton, c'est HOCl. Donc HOCl est un acide, Cl- est la base. Et donc avec ça, on peut tracer le diagramme primitif avec les nombres d'oxydation et le pH. Donc on a 3 degrés d'oxydation rencontrés, qui sont moins 1, 0 et 1. Donc on les place par ordre croissant, moins 1, 0 et 1. Donc à moins 1, on a Cl-. À 0, on a Cl2. Et ensuite, à 1, on a ici HOCl, qui est l'acide, puisque dans le diagramme potentiel de prédominance pH, on a HOCl et Cl- qu'on trouve à partir de qui est l'acide, qui est la base. Et donc on a HOCl ici, Cl- qui est là. Une fois qu'on a ce diagramme primitif, on va coller ce diagramme primitif sur le diagramme potentiel pH qui est donné. Donc pour ça, on reprend notre diagramme primitif. Donc on s'aperçoit qu'on a 2 espèces qui sont tout en haut, qui doivent être séparées par une verticale. Et donc sur le diagramme qui est donné, on a bien 2 domaines qui sont tout en haut, qui sont séparés par une verticale. Donc les 2 espèces qui sont tout en haut séparées par la verticale, ça doit être HOCl et Cl-. Donc on va avoir ici HOCl et Cl-. Ensuite, on a le Cl2 et puis le Cl- qui doit être tout en bas. Donc si on a un doute sur le Cl2, il suffit de regarder qui est tout en bas. Donc celui qui est tout en bas, c'est Cl-. Donc le domaine le plus bas, c'est celui-là. Donc ici, on a Cl-. Et le petit domaine qui reste ici, là, c'est Cl2. On a bien Cl2 qui est au-dessus de Cl- et en dessous de HOCl.
comme on est censé avoir ici Cl- qui est sous Cl2 et Cl2 est sous HOCl. D'après le diagramme primitif qui est ici, on s'aperçoit en réalité que la frontière entre Cl2 et Cl- n'existe pas si on cherche à regarder notre diagramme qui est donné dans le texte. Ensuite, question suivante, on nous demande quelles sont les espèces qui sont stables dans l'eau. Donc les espèces qui sont stables dans l'eau, il suffit de superposer le diagramme de l'eau avec nos espèces. Pour le diagramme de l'eau, donc il faut tracer une droite à 1,23 moins 0,06 pH. Donc le 1,23 est ici, il est repéré avec un point. Ici vous avez un point qui ressemble à une tache, en réalité non, c'est un point qui appartient à la droite de l'eau. Pour pouvoir placer ce point, c'est tout simple, on sait que cette droite a pour équation 1,23 moins 0,06 pH. Il suffit de se placer ici sur ce point. Alors ce point, c'est un point dont le pH est égal à 10. Et donc, les coordonnées de ce point, c'est 1,23 moins 0,06 fois 10, c'est-à-dire moins 0,6. Et donc, on arrive à 0,63. Donc ce point-là, pour coordonner 10 en pH, 0,63 en potentiel. Et donc ce point-là appartient bien à la droite 1,23 moins 0,06 pH. Ensuite, on a une droite qui est parallèle à celle-là, qui part de 0 et qui est ici. Cette droite a pour coordonnée moins 0,06 pH. Le domaine de l'eau, c'est le domaine qui est compris entre les deux droites, donc H2O est ici. H2, c'est le réducteur de l'eau, et ensuite au-dessus de H2O, on a O2. Et donc, pour en revenir à la question, quelles sont les espèces qui sont stables dans l'eau? Les espèces qui sont stables dans l'eau, théoriquement, il n'y a que Cl-, puisque Cl- est la seule espèce qui a un domaine commun avec le domaine de l'eau. Donc le domaine de l'eau, c'est le domaine qui est compris là-dedans. Et donc Cl- est la seule espèce qui a une partie de son domaine en commun avec l'eau. Les espèces Cl2, HOCl et Cl- sont des espèces qui théoriquement sont instables dans l'eau. Alors, je dis théoriquement parce que ce sont des... Quand on dit qu'il est instable dans l'eau, c'est un critère thermodynamique. En réalité, le critère cinétique va rentrer en compte, qui fait que les solutions de Cl2, de Cl- et de HOCl sont des solutions qui peuvent avoir une certaine durée de vie et qui peuvent être relativement stables. Mais thermodynamiquement, HOCl, Cl- et Cl2 sont des solutions qui sont instables dans l'eau. Ensuite, question suivante. Donc, à quelles conditions Cl2aqueux est-il stable en solution? Alors, on vient de voir que Cl2, théoriquement, il est instable dans l'eau, mais c'est un critère thermodynamique. Cinétiquement, il va être relativement stable, parce que le domaine de Cl2 n'est pas très très loin du domaine de l'eau. On s'aperçoit qu'il y a à peu près 0,2 volts d'écart ici, et donc on n'est pas très très loin, donc cinétiquement ça peut marcher. Par contre, on s'aperçoit que le domaine de Cl2, il a une allure un peu particulière, il ressemble à un triangle, qui se termine ici au point C. Le point C a pour abscisse à peu près 2,3 au niveau du pH. Donc ça correspond à peu près à ce qu'on a là. Ça veut dire que si on a une solution de sel qui contient du dichlore, si cette solution est très acide, donc un pH qui est inférieur à 2, on peut arriver
à la maintenir en l'état. Par contre, si on augmente le pH, donc le pH va augmenter, donc on va se déplacer vers la droite sur notre diagramme, et ce qui va se passer quand on va arriver à ce niveau ici, on va arriver au point C, et à partir du point C, notre espèce Cl2, on sort de son domaine de prédominance. Si on sort du domaine de prédominance, ça veut dire qu'à partir d'un pH qui vaut à peu près 2,3, qui correspond à l'abscisse du point C, l'espèce Cl2 ne va plus pouvoir être prédominante, puisqu'on va sortir obligatoirement du domaine de prédominance. Donc, la condition pour que Cl2 soit stable à peu près en solution, c'est que le pH soit inférieur à 2,3. Donc je vais le noter ici. Alors le Cl2 stable, je mets stable entre guillemets, puisque c'est un point de vue cinétique. Donc il est stable si le pH est inférieur ou égal à peu près à 2,3. Et donc la question suivante qu'on vous pose, c'est qu'est-ce qui se passe pour Cl2 si le pH augmente? Si le pH augmente, ça veut dire qu'au départ, on est dans le domaine de Cl2, donc on augmente le pH petit à petit. On va arriver au point C, et à partir du moment où on va dépasser le point C, on va se déplacer sur la frontière entre C et D. Si on est sur la frontière entre C et D, ça veut dire qu'on est sur une zone où la concentration de l'espèce, enfin des deux espèces qui sont séparées par la frontière, doivent être identiques, puisqu'on a Cl- et HOCl qui sont toutes des espèces en solution. Et donc, si on se déplace sur la frontière CD, ça veut dire que la concentration de HOCl et de Cl- est identique. Par contre, le Cl2 a disparu. Ça veut dire que notre Cl2, qui a un degré d'oxydation 0, s'est transformé d'une part en chlorure Cl-, où le chlore a un degré d'oxydation -1, et en acide HOCl, où le chlore a un degré +1. Notre chlore qui avait un degré 0 s'est séparé soit en degré -1, soit en degré +1. Par définition, ça correspond à ce qu'on appelle une dismutation. Donc on a une dismutation du dichlore si on augmente le pH. Et donc si le pH devient supérieur à 2,3, on a une dismutation de Cl2 et donc le Cl2 va se transformer en Cl-, chlorure, et en acide HOCl. Ensuite, question suivante, on vous demande de déterminer les pentes des différents segments. Donc on s'aperçoit qu'au niveau des différents segments, donc on a le segment AC, le segment BC, CD, et après on a ici le segment DE, si j'appelle E le point qui est en bas ici. Donc on va calculer les différentes pentes. Alors attention, lisez bien la question, on ne vous demande que de calculer les pentes, on ne vous demande pas de calculer des potentiels standards à ce niveau-là de la question. Donc la première pente, c'est sur la frontière AC. Pour déterminer la pente, il suffit de regarder quelles sont les espèces qui sont séparées par la frontière AC. Donc les espèces qui sont séparées, c'est HOCl et Cl2. Donc je vais commencer par écrire le couple HOCl qui donne Cl2. C'est un couple redox. Pour pouvoir déterminer la pente, il va falloir que je la détermine à partir de la formule de Nernst. Donc en premier, je vais équilibrer mon couple. Donc j'équilibre les espèces qui ne sont ni hydrogène ni oxygène. Donc c'est le chlore, il me faut un 2 ici. Ensuite les oxygènes, j'ai 2 oxygènes à gauche, donc plus 2 H2O à droite. Ensuite les hydrogènes, j'ai 2 hydrogènes à gauche, 4 hydrogènes à droite, donc il me faut 2 H+. Et ensuite on équilibre les charges, plus 2 à gauche, 0 à droite, donc il me faut plus 2 électrons. Petite vérification, j'ai un chlore qui passe de degré 1 à 1 degré 0.
alors pardon, j'ai 2 chlores qui passent de degré 1 à 2 chlores qui passent au degré 0, donc j'ai besoin de 1 électron par chlore, donc ça me fait bien 2 électrons échangés. Pour trouver la pente, j'applique un Ernst. Donc le potentiel pour la frontière AC, c'est égal à E0 du couple HOCl-Cl2, que je n'écris pas, parce que je n'en ai pas besoin, plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés sur 2, log de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant sur tout ce qu'il y a du côté du réducteur. Donc l'oxydant, c'est HOCl au carré, fois H+, au carré, divisé par Cl2, la concentration, puisqu'on me dit bien dans l'énoncé que Cl2 est aqueux, donc ça veut dire que c'est du gaz dichlore qui a été dissous dans l'eau, donc on n'a pas besoin de tenir compte du dichlore gazeux, on est bien sur du dichlore aqueux. Et ensuite, fois 1 pour l'eau, qui est le solvant. On peut faire des simplifications. On a une constante de tracé qui est marquée à 0,1 mol par litre, donc c'est la constante de travail, ou la concentration de travail. Cette concentration de travail est égale à toutes les concentrations de toutes les espèces en solution dans leur domaine de prédominance ou sur les frontières. Donc on a Cl2 qui vaut C0, on a HOCl qui vaut C0 également. Donc ici les C0 vont se simplifier partiellement, et donc je vais avoir un E0 qu'on ne connaît pas. Les C0 se simplifient, donc il va me rester un plus 0,06 sur 2 log de C0. Et ensuite, je vais avoir un plus 0,06 sur 2 log de H plus au carré. Le H plus au carré, je peux sortir le carré qui va se simplifier avec le 2 qui est là. Donc il va me rester plus 0,06 log de H plus, et 0,06 log de H plus, ça me fait moins 0,06 pH. La question qu'on me posait, c'était de déterminer la pente des différents segments. Donc la pente du segment AC, c'est moins 0,06. Donc je peux le remarquer ici directement. Petite remarque, la pente qui est moins 0,06 correspond exactement à la même pente du segment qui est là, 1,23 moins 0,06 pH. Et donc cette droite-là et celle-là sont censées être parallèles, ce qui a l'air cohérent avec le dessin. Ensuite, on va calculer la pente BC. Donc la pente BC, on est à la frontière entre Cl2 et Cl-. Donc j'écris mes deux espèces. Donc en premier, j'équilibre les espèces qui ne sont ni hydrogène ni oxygène, donc ça me fait 2 Cl-. Et pour équilibrer les charges, j'ai 2 électrons. Si j'applique un Ernst, donc ça me fait E égale E0, qu'on ne connaît pas, plus 0,06 sur 2, log de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant, donc Cl2, sur tout ce qu'il y a du côté du réducteur, Cl- au carré. On s'aperçoit ici qu'on peut simplifier si toutes les concentrations valent C0, et donc il va me rester un E0 moins 0,06 sur 2 log de C0. Ce terme-là est un terme constant qui est indépendant du pH, ça veut dire que la pente vaut 0. Autrement dit, on a une droite horizontale. Ce qui est cohérent avec le diagramme qui est là. Donc on a une pente 0. Ensuite, la pente CD pour la frontière entre HOCl et Cl-.
Donc on équilibre en premier les chlores, c'est bon. Ensuite les oxygènes, donc plus H2O à droite. Les hydrogènes, il me faut un H+. Et ensuite les charges, j'ai +1 à gauche, j'ai -1 à droite, donc il me faut 2 électrons. Je passe d'un chlore au degré +1 à un chlore au degré -1, donc j'ai une variation du nombre d'oxydation de 2 qui est cohérente avec les 2 électrons. Et donc j'applique un Ernst, donc E égale E0 du couple HOCl, Cl- que je ne connais pas, plus 0,06 sur 2, log, donc de tout ce qu'il y a du côté de l'oxydant, donc HOCl, fois H+, divisé par Cl-, et puis fois 1. Les concentrations de HOCl et Cl- sont toutes les deux égales à C0, donc elles vont se simplifier. Et donc il va rester à la fin un E0 plus 0,06 sur 2 log de H+, c'était donc le 0,06 sur 2, je le transforme en 0,03, et log de H+, c'est moins pH, donc j'ai moins 0,03 pH. Ça veut dire que le coefficient des réacteurs de cette droite-là est égal à moins 0,03. Graphiquement, c'est cohérent avec le moins 0,06 qui est là, donc celui-là descend 2 fois moins par rapport à celui-là. Alors après, exactement 2 fois moins, ça c'est compliqué de voir directement graphiquement, mais par contre on peut voir que la pente de celle-là est inférieure à la pente de celle-là. Donc cette valeur-là est une valeur qui est cohérente. Pour la suivante, ben celle-là on a l'impression qu'elle est parallèle à celle-là, donc une pente à moins 0,06, on va simplement le vérifier pour terminer, donc c'est la frontière entre Cl- et Cl-. Donc c'est la courbe DE. Donc les chlores sont équilibrés. Pour les hydrogènes, il faut rajouter un H2O. Ensuite, pour les hydrogènes, plus 2H+. Ensuite, au niveau des charges, j'ai +1 à gauche et 0 à droite, donc il me faut un électron. Non. Non, pardon, j'ai +1 à gauche, donc il me faut 2 électrons. J'ai +1 à gauche, -1 à droite, donc il me faut 2 électrons. Une variation avec le nombre d'oxydation qui passe de +1 à -1, donc 2 électrons. On applique un Ernst, donc E égale E0, plus 0,06 sur 2, log de ce qu'il y a du côté de l'oxydant, donc Cl- fois H+ au carré, divisé par Cl- fois 1 pour H2O. Les Cl- se simplifient. Le carré du H+, je vais pouvoir le sortir du log, et donc il va me rester un E0 moins 0,06 pH, qui est cohérent avec ce qu'on avait prévu. Cette droite-là est parallèle à celle-là, donc elles ont la même pente, moins 0,06. Ensuite, on nous demande de déterminer le pKa pour HOCl, Cl-. Alors, donc pour le pKa c'est ce qui a un rapport avec la constante d'acidité. La constante d'acidité, c'est la réaction entre HOCl qui donne Cl- plus H+. Et donc l'expression du Ka, c'est égal à Cl- fois H+, divisé par HOCl. Ça, c'est la définition du Ka.
Si on se rappelle le diagramme de prédominance pour un couple acide-base, notre diagramme de prédominance est un axe qui est gradué en pH, sur lequel je vais avoir la forme acide pour les pH qui sont bas, la forme base pour les pH qui sont élevés, et à la frontière, j'ai le pKa, et quand je suis au pKa, HOCl est égal à Cl au moins. Et donc, je repars sur mon expression du Ka. Mon expression du Ka, si je me place à la frontière, ça veut dire que la concentration de HOCl et de Cl au moins est la même. Donc dans mon expression de Ka, je vais pouvoir simplifier Cl au moins et HOCl. Et donc, si Cl au moins et HOCl se simplifient, ça veut dire que Ka est égal à la concentration de H+. Je passe en log. Ça veut dire que log de Ka est égal à log de H+. Je rajoute un signe moins des deux côtés. Et donc j'en déduis que le pKa est égal au pH si la concentration de l'acide et de la base sont identiques. Et donc maintenant, je retourne sur mon diagramme qui est ici. Et sur ce diagramme, j'ai une frontière verticale qui correspond à la frontière entre le domaine de HOCl et le domaine de Cl au moins. Si je suis sur la frontière, par convention, la concentration de HOCl et la concentration de Cl au moins sont toutes les deux égales à la concentration de travail, c'est 0. Pour pouvoir déterminer la valeur, il suffit de faire une lecture graphique en bas. Ici, j'ai une valeur de 7,5. Cette valeur de 7,5 correspond au pH pour lequel j'ai égalité entre les deux. Et donc cette valeur de pH correspond au pKa du couple qu'on me demande de trouver. Dernière question. On vous dit que alors vous avez tous entendu parler déjà d'eau de Javel, surtout en ce moment où on vous demande de bien stériliser et de bien nettoyer tout ce qu'il faut. Attention, petit rappel, ils en ont parlé aux infos en ce moment, il y a plein d'appels vers les centres de secours anti-poison en ce moment, parce que les gens, à force de désinfecter tout et n'importe quoi, utilisent l'eau de Javel dans toutes les conditions. En particulier, certains se lavent les dents avec de l'eau de Javel, certains se lavent les mains avec de l'eau de Javel, certains se passent de l'eau de Javel sur le corps pour tout désinfecter. Donc l'eau de Javel n'est pas faite pour ça. L'eau de Javel, elle est conçue pour désinfecter des surfaces minérales non organiques. Ne vous amusez pas à vous laver les mains avec de l'eau de Javel parce que vous allez vous brûler plutôt que de vous désinfecter. Donc ce qu'on appelle l'eau de Javel, c'est un mélange équimolaire d'ion chlorure et d'ion hypochlorite, Cl au moins. Et donc, que se passe-t-il si on acidifie de l'eau de Javel? Alors, donc l'eau de Javel, on a dit que c'est un mélange équimolaire d'ion chlorure et hypochlorite. Donc on va regarder déjà sur le diagramme où est-ce qu'on se trouve si on a une solution d'eau de Javel. Donc une solution d'eau de Javel, c'est une solution équimolaire de chlorure et d'ion hypochlorite. Donc le domaine des ions hypochlorites, il est là. Donc dans ce domaine-là, les ions hypochlorites sont prédominants. Ici, ce sont les ions chlorures qui sont prédominants. Si on a un mélange équimolaire d'hypochlorite et de chlorure, ça veut dire qu'on est sur la frontière, quelque part ici. Donc une eau de Javel, c'est une eau qui correspond à une situation sur cette droite DE, sur ce segment DE. Et donc la question qu'on vous pose, c'est que se passe-t-il si on acidifie de l'eau de Javel? Donc si au départ notre eau de Javel a un pH de 12, ça veut dire qu'on est ici au départ. On acidifie. Si on acidifie, ça veut dire qu'on va rajouter des H+ dans le système. Si on rajoute des H+ dans le système, on ne va pas modifier les proportions de Cl- et de Cl-. Mais par contre, on va se déplacer
sur la gauche. Alors on va se déplacer sur la gauche dans le diagramme, mais on va suivre la frontière pour justement garder cette égalité entre les ions chlorure et les ions hypochlorite. Donc on acidifie, on se déplace sur la frontière, on va arriver au point D. Une fois qu'on est arrivé au point D, on a une solution dans laquelle on a une concentration des ions chlorure, des ions Cl- et des ions HOCl qui est identique. Une fois qu'on est arrivé au point D, on continue d'acidifier notre eau de Javel. Ça veut dire que maintenant, on a une solution dans laquelle on a l'acide hypochloreux HOCl qui est en quantité égale avec les ions chlorure. Et donc, on va se déplacer sur le segment DC. Et donc, on se déplace sur le segment DC. On arrive au point C. On continue d'acidifier. Si on continue d'acidifier, ça veut dire que on a toujours des ions chlorure dans le système et des ions acides hypochloreux dans le système, HOCl. Et donc si on se place quelque part, par exemple à pH 1, on ne peut pas avoir à la fois du HOCl prédominant et du Cl- prédominant. Si on ne peut pas avoir ces deux espèces prédominantes à la fois, c'est-à-dire toutes les deux identiques, ça veut dire que ces deux espèces doivent réagir. Et donc HOCl va réagir avec les ions chlorure. Et donc HOCl sera une espèce qui est trop oxydée, donc elle va chercher à descendre, elle va se transformer en Cl2. Cl- est une espèce qui est trop réduite, donc elle va chercher à s'oxyder, elle va se transformer en Cl2. À l'arrivée, ce qui va se passer, c'est que HOCl va se transformer en Cl2, Cl- va se transformer en Cl2. L'observation qu'on va avoir, c'est un dégagement de dichlore Cl2. Alors on va écrire l'équation bilan. Donc on a HOCl qui se transforme en Cl2. Donc on équilibre en premier les chlores, donc ça me fait 2HOCl. Ensuite, les oxygènes plus 2H2O. Les hydrogènes 2H+, et pour terminer 2 électrons. Et ensuite, en même temps, j'ai Cl- qui se transforme en Cl2. Donc en premier, j'équilibre le chlore, donc 2 Cl-, et pour les charges, 2 électrons à droite. On tire un trait. Oxydant le plus fort, HOCl, qui réagit avec le réducteur le plus fort, l'oxydant Cl-, pardon. Et donc, on va avoir 2 HOCl plus 2 Cl- plus 2H+, qui donne 2 Cl2 plus 2H2O. Autrement dit, on a un dégagement de dichlore qui se produit quand on acidifie de l'eau de Javel. Si vous rappelez le TP qu'on a fait en début d'année sur la classification périodique, on faisait réagir du fer solide avec du dichlore gazeux. Et donc le dichlore gazeux, je vous avais dit, on ne le stocke pas dans une bonbonne sous la forme de dichlore gazeux, on le fabrique directement pour pouvoir l'utiliser. Parce que le dichlore, il est dangereux, c'est plus simple de le fabriquer au moment où on en a besoin. Et donc pour fabriquer ce dichlore gazeux, j'avais pris de l'eau de Javel et j'avais rajouté dedans de l'acide. Et on avait obtenu un dégagement de dichlore gazeux. Donc ça, c'est ce qui se passe si on acidifie l'eau de Javel. Alors, dernière question sur ce qui concerne là. Alors, la question n'était pas marquée sur la feuille d'avant, mais elle est marquée là. C'est de déterminer les différents potentiels standards de notre système. Et donc, au niveau des différents potentiels standards, on va calculer les différents potentiels standards qu'on a utilisés là-dedans. Donc, je vais commencer par les couples qui sont en haut. Donc, pour déterminer le couple entre le potentiel standard
du E0 entre HOCl et Cl2. Alors, j'ai déterminé déjà que pour la courbe entre HOCl et Cl2, c'était la frontière AC. On avait déterminé que la frontière c'était E égale E0 plus 0,06 sur 2 log de C0 moins 0,06 pH. Et donc, ce terme-là représente l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, pour la droite AC, il suffit de la lire sur le diagramme, puisque le diagramme est donné de manière précise. Donc l'ordonnée à l'origine ici, on vous dit qu'elle vaut 1,56 si pH égale 0. Autrement dit, ce terme-là est égal à 1,56. Et donc, il me suffit de déterminer le E0. Donc, le E0, alors, plus 0,06 sur 2, ça me fait plus 0,03. Log de C0, la concentration C0, on a dit 10-1. Donc ce truc-là est égal à 1,56. 0,03 log de 10-1, alors log de 10-1 ça fait moins 1, donc là j'ai un E0 moins 0,03 qui vaut 1,56, et donc j'en déduis que le E0 pour HOCl Cl2 est égal à 1,59 volts. Ensuite, on va déterminer le E0 de Cl2 Cl-. Donc pour déterminer Cl2 Cl-, on repart sur la frontière BC. La frontière BC, on avait trouvé que le potentiel était égal à E0 moins 0,06 sur 2 log de C0. Et donc on avait déduit que cette droite-là était une droite horizontale. Et donc il suffit de lire graphiquement que cette droite horizontale a une valeur de 1,43 volts. Et donc ce truc-là est égal à 1,43. Ce 1,43 c'est une lecture graphique. Et donc une fois que j'ai ça, ben, le E0 que je cherche, c'est égal à 1,43 plus 0,03 log de C0. Log de C0, donc c'est log de 10-1, ça fait moins 1. Donc 1,43 moins 0,03, ça me fait 1,40 volts. Donc ça c'est le E0 du couple Cl2 Cl- qui vaut 1,40 volts.